CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. 17h32 avec nous en ligne, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bon après-midi, Monsieur Gagnon. Oui, bonjour, bonsoir, Monsieur Pierre. Ça va bien, Monsieur Gagnon? Très bien vous-même. Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Gagnon. Ouais, on l'espère, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, Monsieur Gagnon, là, la Fédération canadienne des contribuables demande aux députés bloquistes de voter en faveur de l'allègement de la taxe carbone. Alors, je me pose la question, pourquoi? Oui, bien, essentiellement, c'était dans le but d'interpeller les élus du Bloc québécois pour un vote qui a eu lieu hier à la Chambre des communes sur une motion qui portait sur l'exemption du chauffage résidentiel quant à la taxe carbone qui est appliquée, en fait, d'un bout à l'autre du pays. La raison de ce vote était essentiellement pour faire suite à une motion qui a été demandée par les conservateurs de Pierre Poilievre, qui répondait, en fait, à l'appel de plusieurs premiers ministres à travers le Canada qui veulent une exemption de la taxe carbone sur des chauffages pour la facture de chauffage résidentiel. Comme vous le savez, à travers le pays, vous avez, entre autres, dans l'Atlantique, beaucoup de personnes qui chauffent leur maison avec du mazout, essentiellement, ou encore du gaz naturel. Et ces personnes-là sont soumises, en fait, ces personnes-là doivent payer une taxe carbone pour chaque mètre cube de gaz, pour chaque litre de mazout qui est utilisé pour le chauffage. Et la taxe carbone, essentiellement, c'est augmenter ces factures. Et récemment, le gouvernement Trudeau a accordé une exemption aux provinces de l'Atlantique par rapport à la taxe carbone, considérant l'impact que ça a sur le coût de l'énergie pour eux. Mais cette taxe carbone-là, c'est quand on parle de la taxe carbone, il n'y a pas de taxe carbone uniquement sur le chauffage. Exactement. C'est applicable aussi. C'est appliqué sur le chauffage, comme je l'ai mentionné, mais surtout sur l'essence. C'est là que Absolument. la taxe carbone est plus importante même. Et ça veut dire que tous les contribuables payent une taxe carbone, tous ceux qui ont une voiture et qui mettent de l'essence payent une taxe carbone, mais celui qui chauffe au mazout va davantage, par exemple ici au Québec, généralement on chauffe à l'électricité, donc on est exempt de la taxe carbone, c'est ça? Pour le chauffage. Du chauffage, au Québec, il y a encore environ 5 à 7 des maisons qui chauffent au gaz naturel. Ça représente environ 200 000 ménages qui chauffent encore au gaz naturel et qui doivent payer la taxe carbone. Mais vous avez raison, plus de 95 des maisons au Québec sont à l'hydroélectricité, donc on ne paye pas la taxe carbone sur le chauffage, mais on la paye bien sûr sur l'essence. En fait, au Québec, chaque fois que vous mettez 1 litre d'essence dans votre voiture, c'est 11 cents de ce litre d'essence qui est payé en taxe carbone. Donc, on va en payer beaucoup dans une année. En moyenne, le Québécois qui va peut-être rouler qui va utiliser 1000 litres d'essence, par exemple, va payer environ 110 $ de taxe carbone par année. Alors, donc, votre organisation, qui est la Fédération canadienne des contribuables, demande aux députés du Bloc de voter en faveur de l'allègement. Ça voudrait dire que vous êtes contre cette taxe carbone-là? Oui, essentiellement, de prime abord, c'est vrai qu'on est contre la taxe carbone sur son application de A à Z. Mais dans le cadre du vote qui a eu lieu lundi, en fait,
on demandait au Bloc québécois d'être solidaire avec les familles canadiennes à travers tout le pays, Ouais. où est-ce que la facture sur la taxe carbone, surtout pour le chauffage résidentiel, est très importante. Et la motion aurait donné une exemption qui était applicable pas simplement comme le veut le gouvernement Trudeau présentement aux familles qui sont en Atlantique, mais à toutes les familles canadiennes. Malheureusement, le Bloc québécois a voté contre la motion et ça fait en sorte que l'exemption n'aura pas lieu, malheureusement. Mais vous comprendrez aussi qu'il faut mettre de la pression sur l'usage d'autres substituts, n'est-ce pas, qui polluent le monde du Québec et du Canada, n'est-ce pas? On veut amener à utiliser d'autres ressources pour justement en arriver à se débarrasser de ces polluants-là. Et vous seriez, vous, contre, en tout cas, quand je dis vous, c'est la Fédération canadienne des contribuables, vous êtes sceptique quant à cette situation qui se développe et qui menace notre environnement? Non, en fait, nous, on est très, très au courant de la situation qui concerne l'environnement et les questions de changement climatique, et on est très en faveur aussi de moyens qui permettent vraiment à la fois soit de réduire les émissions ou de protéger notre environnement. La réalité, par contre, c'est que le Canada fait partie des rares pays qui appliquent une taxe carbone, et il faut dire aussi qu'il n'y a pas de corrélation prouvée entre la réduction des émissions à effet de serre et l'application de la taxe carbone. Et je pense que un très bon exemple que je peux vous donner à l'instant, c'est les exemples complètement extrêmes et différents entre la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. Parce que la Colombie-Britannique, en fait, c'est la première province qui s'est imposée une taxe carbone au Canada. Eux, ils l'appliquent depuis 2008. Et si on regarde les émissions entre 2007 et 2019, cette province qui paye le plus fort prix sur le carbone a vu ses émissions augmenter de 4 En revanche, jusqu'à tout récemment, la Nouvelle-Écosse était la province où la taxe sur le carbone était la moins élevée. Et pourtant, cette province, depuis 2005, a réduit ses émissions de 36 Donc, il y a définitivement plusieurs mécanismes qui sont à la disposition des gens et surtout des provinces pour être en mesure de réduire leurs émissions et surtout d'avoir une transition énergétique juste. Mais la taxe carbone, comme l'a démontré en fait Justin Trudeau en donnant une exemption sur celle-ci, n'a qu'un seul impact, et c'est sur le portefeuille des gens. Ça n'a pas un impact sur les émissions de carbone. Et il faut le rappeler aussi, le Canada, c'est quand même, si on regarde globalement, c'est 1,5 des émissions de GES mondiales. Même si on applique une taxe carbone au Canada, l'impact est assez marginal, surtout quand les pays les plus polluants sur Terre, qu'on parle de la Chine ou de la Russie ou l'Inde ou les États-Unis, n'appliquent pas de taxe carbone. Donc, il y a toute cette question-là de pragmatique qu'il faut prendre en considération. Nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on est en faveur des incitatifs et non des taxes qui vont essentiellement pénaliser les familles, surtout quand on fait face à une inflation record comme on le voit présentement, des hausses de taux d'intérêt et bientôt une récession technique qui pourrait causer des pertes d'emploi. Donc, on est en faveur de mécanismes qui ne vont pas pénaliser davantage l'économie et les familles canadiennes. Donc, la taxe carbone serait une taxe ordinaire, mais déguisée en carbone. Malheureusement, c'est tristement le cas. Que ce soit une taxe carbone ou qu'on l'appelle la taxe rose ou une TPS ou une TVQ, à la fin de la journée, c'est une perception du gouvernement. Et ce qu'on peut aussi observer avec le gouvernement fédéral actuel, c'est que peu importe la perception, l'argent est très mal utilisé. On peut même remarquer qu'avec l'inflation, en fait, le gouverneur de la Banque du Canada a lui-même reconnu tout récemment que les déficits du gouvernement fédéral ont un impact sur l'inflation. C'est essentiellement parce que le gouvernement dépense sans compter et on est rendu à accumuler des déficits qui font les 50 milliards. Et donc, c'est pas de l'argent qui, malheureusement, est bien investi. Alors, avant de venir piger davantage dans les poches des gens à travers une taxe fédérale sur le carbone, on est mieux de trouver des moyens de dégager des économies et de rendre la vie des gens plus abordable et de miser sur des options plus acceptables pour réduire les émissions sans réduire le pouvoir d'achat des Canadiens. Et puis, il y a cette technicalité qui permet à une entreprise qui pollue beaucoup de compenser en achetant cette espèce de libre service. C'est la taxe justement carbone qu'on va payer autrement pour se permettre de polluer un petit peu plus. Oui, ben exactement. C'est ça la grande distinction entre la taxe carbone qu'on a au Québec versus celle qui est au fédéral. Parce que la taxe fédérale, essentiellement, elle s'applique à tout le monde, sauf aux provinces comme le Québec qui ont leur propre taxe à nous.
Et notre système, ça s'appelle le système de plafonnement et des échanges des droits d'émission. Ça fait en sorte que depuis 2013, les compagnies qui polluent le plus au Québec, donc qui produisent plus que 25 000 tonnes de CO2 par année, sont ciblées par le gouvernement pour devoir acheter des droits d'émission. Et donc, au fur et à mesure, les droits d'émission augmentent en termes de prix et sont de moins en moins nombreuses. Donc, les entreprises doivent développer des mécanismes pour réduire leurs propres émissions. Sinon, ils vont voir leur coût d'opération augmenter drastiquement. Donc, c'est le mécanisme tel qu'appliqué au Québec. Ça permet la création d'un marché de carbone avec la Californie. Le marché de carbone de la Californie avec le Québec, oui. Exact. Et ça permet justement l'échange de ces émissions. Sauf que c'est pas nécessairement un marché qui est très avantageux pour le Québec présentement, ne serait-ce que sur le fait que, inévitablement, le coût de la taxe carbone augmente avec le temps. Tantôt, je vous disais que présentement, pour chaque litre d'essence, c'est 11 cents de taxe carbone, mais avec l'augmentation des prix sur le marché de carbone, en 2030, on va payer 23 cents par litre d'essence à chaque fois qu'on va faire le plein. Donc, la taxe carbone est amenée à augmenter de près de 100% au courant des 7 prochaines années. Ça va avoir un impact non négligeable sur la capacité des gens à se déplacer. Et inévitablement, si le prix de l'essence augmente, le prix du transport et le prix des aliments à l'épicerie est aussi influencé. Donc, c'est la raison pour laquelle... Si l'exemple du Québec est tellement attrayant, pourquoi le Canada ne suit pas l'exemple du Québec? C'est une très bonne question parce que ce qu'on a remarqué à ce jour, c'est que dans le reste du Canada, on paye plus cher sur le carbone qu'au Québec. En fait, le Québec a le meilleur prix sur le carbone dans tout le pays, ce qui est assez particulier. Et la raison pour laquelle on a accès à ce mécanisme, ou du moins qu'on est en mesure de le conserver, c'est parce qu'on l'a appliqué en 2013. Et le gouvernement fédéral laisse le Québec posséder son propre régime tant qu'il l'applique. Le jour où le Québec décide de se débarrasser de sa taxe carbone provinciale ou de ne plus participer au marché de carbone avec la Californie, eh bien, le gouvernement fédéral va venir appliquer sa taxe carbone fédérale au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus prendre pour acquis qu'on est protégé, parce que l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick sont des provinces qui ont tenté de se débarrasser de leur taxe carbone provinciale ou de ne pas l'appliquer, et ils ont perdu en Cour suprême et ils doivent maintenant appliquer la taxe carbone fédérale. Donc, soit vous payez au provincial ou au fédéral, mais parce que le Québec a fait partie des premières provinces à s'imposer un prix sur le carbone, il possède un meilleur prix pour l'instant sur son application, mais ça va être de très courte durée. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça rapporte au gouvernement fédéral en taxe carbone? C'est une bonne question. J'ai malheureusement pas les données sous les mains. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars que ça rapporte au gouvernement. Par contre, il y a une partie de ces montants-là qui sont redistribués sous forme de crédits compensatoires pour les familles qui sont à plus faible revenu. Mais au final, le coût est réel pour les familles. Quand on regarde, par exemple, les chiffres présentement, une famille va recevoir, en fait, là, en crédit compensatoire, c'est-à-dire en remboursement de facture, ils vont recevoir jusqu'à 246 $, mais une famille en Alberta peut payer jusqu'à 1925 $ en taxe carbone par année. Et donc, c'est une opération tout simplement comptable, mais rien à voir avec l'environnement. Si le montant qui est perçu n'est pas utilisé pour alléger, pour favoriser cet environnement, pour faire des opérations écologiques, quoi. Exact, parce qu'en fait, la finalité de tout ça, c'est qu'on dit qu'on applique la taxe carbone pour influencer les façons de consommer des gens ou les habitudes de vie. C'est-à-dire que si on applique une taxe carbone sur l'essence que vous mettez dans votre voiture, le gouvernement fédéral s'attend à ce qu'un jour, vous n'ayez pas le choix de faire la transition vers une voiture électrique. Sauf que le calcul qu'il ne fait pas, c'est que les gens présentement, surtout dans l'état de l'économie présentement, n'ont pas les moyens d'aller s'acheter une voiture électrique, n'ont pas non plus les moyens de faire changer leur réseau de chauffage du mazout vers l'électricité ou vers un carburant moins polluant. Les gens ont vraiment, on s'entend, un Québécois sur 10 fait la file devant les banques alimentaires présentement. Donc, le problème, c'est que la seule finalité environnementale, c'est qu'on essaie de changer les habitudes de vie des gens en essayant de réduire leur pouvoir d'achat, mais on essaie de les pousser vers des solutions qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chercher. Donc, malheureusement, oui, comme vous l'avez dit,
c'est plutôt comptable qu'environnemental, cette taxe carbone, et c'est pour ça qu'on s'y oppose, parce que si ça avait véritablement un impact sur l'environnement, on pourrait peut-être prendre un certain recul, mais à ce jour, on n'a aucune raison de le faire. Au lieu de faire, d'avoir inventé la taxe carbone, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour soulager cet environnement? Parce que, bon, la démonstration est faite, là. Même si on est sceptique, on a vu un été, et même avant l'été, des situations catastrophiques bouleverser le monde. Il doit y avoir quelque chose et on doit faire quelque chose, Monsieur Gagnon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, sauf que je crois qu'il y a deux avenues possibles pour faire changer les choses. Soit on y va avec des pénalités ou on y va plutôt avec des incitatifs. Et je crois que jusqu'à maintenant, au Québec et au Canada, la seule manière qu'on a considéré la notion de l'environnement, ça a toujours été d'y aller en pénalisant les gens jusqu'à ce qu'ils changent leurs habitudes de vie. Mais on n'a pas essayé d'entrevoir de manière plus sérieuse la notion de comment est-ce qu'on peut inciter les gens. C'est-à-dire que si vous faites des choix vous-même pour réduire vos émissions, vous devriez recevoir une compensation financière adéquate. Et non l'inverse où est-ce que, soit vous changez, soit on vous pénalise, c'est-à-dire on vous pénalise et si vous ne changez pas, on va continuer à vous pénaliser, alors qu'autrement, vous pourriez prendre l'initiative. Il existe des crédits compensatoires dans plusieurs pays qui sont distribués, Alors, qui sont mis... M. Gagnon, vous n'avez qu'à imaginer la situation des cigarettiers. Hein, on dit que c'est mortel, c'est dangereux pour la santé, mais on les laisse aller. Ils continuent et on met des avis, mais on continue et on continue. On ne fait absolument rien pour inciter. Bon, il y a des messages qui sont lancés, même sur les cartons de cigarettes, des messages, mais les gens continuent à fumer. Et que fait le gouvernement? Les paliers de gouvernement, ils recueillent beaucoup d'argent de la vente de ces produits néfastes pour la santé. Absolument. Et pire encore, ils augmentent les taxes sur les cigarettes à chaque année en augmentant essentiellement les revenus qui en découlent. En disant qu'on veut effectivement inciter les gens à arrêter de fumer en portant le carton de cigarette toujours plus cher, toujours plus cher. Et pourtant, ça ne change pas beaucoup. C'est pas le fait d'augmenter les prix, effectivement, qui va faire en sorte que les gens vont arrêter de fumer, pas vrai? Absolument, mais c'est parce que les consommateurs, comme les contribuables, ont le réflexe naturel que si, par exemple, on augmente les prix d'un bien, vous allez aller vers le bien de moindre qualité pour essayer d'économiser. Donc, vous allez, au lieu d'aller chez IGA, vous allez aller chez Maxi. Je donne un exemple comme ça. Mais pour les cigarettes, c'est exactement ce qui s'est produit. Les gens ont arrêté d'acheter des cigarettes dans les dépanneurs et ils ont commencé à les acheter plutôt dans des réserves de Premières Nations à l'extérieur de Montréal, où est-ce qu'il y a beaucoup de contrebande, malheureusement, qui a lieu et qui fait en sorte que les gens, au lieu de payer les taxes au gouvernement, ils ne les payent plus du tout. Donc, la réalité, c'est que le problème, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de santé publique pour la question de la consommation de tabac, n'a jamais disparu. C'est simplement les postes du gouvernement qui sont de plus en plus lourdes et on pourrait effectivement comparer cette situation au carbone, où est-ce que peu importe le prix qu'on va appliquer sur le carbone, eh bien, il y aura toujours des émissions. Alors, dans les deux cas, on pourrait arrêter l'usage des produits du tabac totalement et aussi arrêter, est-ce que c'est pensable qu'on puisse arrêter l'usage de produits qui sont néfastes pour l'environnement alors que on n'est pas tout à fait prêt à faire le transfert de technologie, le transfert dans les modes d'utilisation de toutes nos énergies, n'est-ce pas? Les bonnes énergies renouvelables qu'on pourrait utiliser comme l'électricité, on n'est pas prêt. Est-ce que ça serait pensable qu'on décrète tout simplement qu'on n'utilise plus les hydrocarbures? En fait, je pense pas qu'on ait besoin de se rendre là, surtout que si on fait un tel choix du jour au lendemain, ça va avoir des impacts non négligeables sur la vie de bien des personnes et pas nécessairement pour le meilleur. Par contre, ce que les dernières années nous ont démontré au niveau de la science et de l'innovation, c'est qu'on était maintenant en mesure de prendre du simple gaz naturel et de le transformer en gaz naturel liquéfié. Je vous donne un exemple comme ça. Et ça fait réduire essentiellement les émissions de ce carburant de près de 35 ce qui n'aurait pas été réalisable à aucun moment à une autre époque.
À chaque année, grâce au développement, surtout à la recherche et le développement dans les différentes technologies pour surtout tout ce qui est carburant, entre autres, on arrive à développer de nouvelles formes d'hydrogène et de gaz et de pétrole qui produisent de moins en moins d'émissions et en plus de mettre en place des moteurs à réaction qui sont de moins en moins émetteurs. Ceci étant dit, quand on applique une taxe carbone comme on le fait au Canada, ça limite des entreprises à pouvoir investir proprement dans leur propre recherche et développement et justement pouvoir s'engager à fournir des solutions innovantes pour l'environnement. C'est qu'en voulant mettre de l'avant une solution où est-ce qu'on dit qu'on pénalise au nom de l'environnement, on pénalise les entreprises qui pourraient réellement faire plus pour aider notre combat commun. Donc, c'est pour ça que je vous dis que finalement, on est mieux d'y aller avec des mesures incitatives plutôt que d'y aller avec des pénalités comme l'est la taxe carbone. Nicolas Gagnon, c'est votre seul domaine, là, j'imagine, hein, parce que vous ne pouvez pas tout savoir comme ça sur le bout de vos doigts dans tous les domaines. Hein? Alors, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, c'était fort intéressant. Et donc, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier extrêmement intéressant. Et ça fait plaisir et on peut se reparler n'importe quand. Merci, Nicolas Gagnon. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.